7 mars 2017. Soyez les bienvenus. Bonsoir Karine. Bonsoir Elias, bonsoir à tous. Karine, la crise chez les Républicains divise les militants et les élus ultramarins. Alors certains restent fidèles aux candidats des Républicains, d'autres ne comprennent pas ces positions, d'autres encore font un parallèle avec les ennuis judiciaires de certains élus locaux. Un grand groupe de distribution martiniquais à la recherche de pépites pour ses sociétés implantées dans les DOM. Il a tenté de séduire des participants au forum Emploi Jeunes. Et puis l'histoire des Bleus, revisitée par le comédien guyanais Édouard Montout. Seul sur scène, il se met dans la peau d'un fan marqué par le coup de tête de Zizou. C'était au Mondial 2006. Et oui, personne n'a oublié ce coup de boule. Et puis quand les gardes nature veillent au grain, en Nouvelle-Calédonie, une brigade spécialisée surveille régulièrement les activités d'écotourisme dans la baie de Prony. Dans leur collimateur, l'observation des baleines dans leur milieu naturel. Regardez. Une quinzaine d'équipages professionnels sillonnent le lagon dans l'espoir de rencontrer des cétacés. Bingo, un groupe de baleines se dirige droit sur eux. Alors il y a 3 baleines effectivement devant nous, donc là les bateaux de whale watching se rapprochent. Le whale watching, une activité sous haute surveillance, une escapade à retrouver dans un instant. Mais d'abord, François Fillon qui reprend sa campagne. Après avoir obtenu hier lundi le soutien officiel du comité politique des Républicains, eh bien, le candidat de la droite tient ce soir un meeting au Zénith d'Orléans. Mais Karine, la crise est-elle pour autant terminée dans son camp ? La droite tente maintenant de se rassembler, mais cela risque d'être compliqué. Il ne reste que 47 jours avant le premier tour de la présidentielle. Les démêlés judiciaires de François Fillon et un parti, les Républicains, divisés, ont-ils une incidence sur les électeurs ultramarins? Élément de réponse avec Jean-Pierre Magnodet. L'affaire Fillon n'en finit plus d'ébranler la campagne présidentielle. Un feuilleton tragicomique qui a aussi des répercussions en Outre-mer. Au premier rang d'entre elles, une défiance accrue envers les hommes politiques. Qu'ils arrêtent leur business, c'est bon de voler. Alors ils veulent nous donner des leçons de bonne conduite à nous, à tout le monde. Et de leur côté, ils se graissent la patte, ils font ce qu'ils veulent. Au niveau des partis, les péripéties de l'affaire ont donné lieu à des prises de position très différentes. Devoir d'exemplarité pour les uns, présomption d'innocence et pragmatisme politique pour les autres. Je défends un candidat qui me répond déjà quand je fais des propositions et qui me propose que les pensions de réversion soient revalorisées et qui me propose que les pensions de retraite en dessous de 1 000 € soient aussi revalorisées. C'est ça que je défends. S'il se déroule à des milliers de kilomètres, les démêlés judiciaires de François Fillon font également écho à certaines réalités locales. Le problème se pose aussi en Martinique. Nous toujours qu'à regarder ça qu'a fait en bas. Martinique, nous avons un président exécutif qui est mis en examen. Et ça a posé moi un vrai problème d'éthique politique. Non pas parce que c'est un adversaire politique, mais moi qu'à considérer que un homme qui a géré le pays, il pas puni sur un de Baïta qui a pesé dans les têtes. Aujourd'hui, François Fillon semble définitivement remis en selle. Mais sa famille politique sera-t-elle en mesure de faire revenir à elle les partisans déçus d'un plan B? Là aussi, les avis divergent. Je l'ai laissé suffisamment responsable pour savoir que la seule alternative qui est pragmatique, c'est cette candidature de la droite. Et je sais que dans les jours à venir, ils feront preuve de responsabilité et réintégreront la maison, tout simplement. Aujourd'hui, on va procéder à du bidouillage et je crois que les Républicains ne seront pas présents tout simplement au second tour. Perdre une élection imperdable, la droite n'en est pas encore là. Reste que l'image très altérée de son candidat risque de lui compliquer considérablement la tâche. Venons-en maintenant aux chiffres du jour et c'est une triste comptabilité. 11 homicides enregistrés depuis le début de l'année en Guadeloupe. Dernier drame en date hier dans la ville du Lamentin. Un homme mortellement blessé par arme blanche. L'auteur présumé de ce meurtre n'est autre que le frère de la victime. Outre-mer Express, Kelly Pujard. Fin de cavale en Guadeloupe. L'individu soupçonné d'un fratricide a été arrêté ce matin. Aperçu à Sainte-Rose, à une dizaine de kilomètres du lieu du drame, l'homme marchait un coutelas à la main. Des habitants ont donné l'alerte. Le partage d'un terrain familial serait à l'origine de la querelle. Un important dispositif de recherche avait été mis en place. À La Réunion, l'homme qui a percuté 2 piétons à la rivière Saint-Louis a été déféré ce matin devant le parquet de Saint-Pierre. Le quinquagénaire est mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre et écroué. Interpellé dimanche, l'homme a mortellement blessé son ex-compagne et fauché l'ami de cette dernière.
Il dit qu'il a été pris d'un coup de folie lorsqu'il les a vus et qu'il les a volontairement percutés puisque les gendarmes qui ont été témoins l'ont vu se déporter sur sa gauche. Il n'a pas freiné, il n'a pas ralenti à une vitesse d'à peu près 60 à 70 km/h. Il les a fauchés alors qu'ils étaient de dos. L'homme, déjà condamné en 2007 à 15 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle, encourt la perpétuité. Les obsèques de sa victime ont été célébrées ce matin. Son compagnon est toujours hospitalisé. Hier soir en Guyane, 9e lancement réussi depuis 2012 pour la fusée Vega. Sous la coiffe, Sentinelle 2B, le 4e satellite du programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Depuis l'espace, la flotte suivra l'évolution des forêts, des terres agricoles et des habitats. Un guide pour évaluer les risques naturels et le changement climatique. Paris pour l'emploi des jeunes et le grand rendez-vous incontournable des étudiants de moins de 30 ans avec ou sans expérience. Alors aujourd'hui, Karine, près de 250 structures étaient mobilisées à la Grande Halle de la Villette. Et parmi elles, un grand groupe martiniquais. Il est à la recherche de jeunes diplômés pour ses sociétés implantées aux Antilles, Guyane et à La Réunion. Gervais Nietzsche, François Broge. Parmi les 12 000 jeunes qui déambulent dans les allées de la Grande Halle, Marie-Louise, d'origine haïtienne. La jeune femme de 28 ans remet son CV au groupe Créo. Son projet, trouver un emploi en Guadeloupe. Le contact est plus facile, que ce soit avec les entreprises et les clients. Et voilà, c'est mieux là-bas. En plus, il y a le soleil. Fondé il y a une vingtaine d'années à Martinique, le groupe Créo participe pour la première fois au forum Paris pour l'emploi des jeunes. C'est le seul stand où tous les postes proposés aux candidats se trouvent en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion. En moins de 3 heures, une quarantaine de CV déposés. Des gens qui nous remettent directement leur CV, on va les contacter, on va qualifier leur candidature puisqu'on ne passe que quelques minutes avec eux sur le stand pour bien déterminer dans quel type de poste ils pourraient être compétents. Et puis ensuite, non seulement ils peuvent être disponibles tout de suite, mais ils peuvent aussi l'être à moyen terme ou long terme. Donc on se crée un vivier parce qu'on sait qu'on aura toujours besoin de compétences. Les candidats retenus sont pris en charge par le groupe Créo. Il les accompagne depuis la métropole jusqu'à leur installation dans les départements d'outre-mer. Objectif, les aider à mieux s'intégrer à leur nouvel environnement. Demain, 8 mars, journée des droits de la femme. Depuis le début de la semaine, nous vous proposons une série de portraits sur les ultramarines. Alors après la polynésienne Estelle Anania hier soir, voici maintenant le portrait d'une femme de combat qui cultive paradoxalement la discrétion. De 2013 à 2016, la martiniquaise Corinne Mancé-Caster a présidé l'Université des Antilles-Guyane, une entité alors en pleine tourmente. Et après 3 ans et demi houleux où elle a été la cible de nombreuses attaques, elle a démissionné avant la fin de son mandat. En pleine reconstruction, Corinne Mancé-Caster a quitté la Martinique pour s'installer à Paris. Elle a renoué avec ses amours premières, l'enseignement et la recherche. Marie Radovic, Alban Lucien et Bernard Blondel. Des siècles que sa majestueuse façade trône au cœur du quartier latin comme un symbole de culture et de savoir. À la Sorbonne, des centaines de milliers d'étudiants et d'enseignants ont fait leur classe. Et c'est d'ailleurs ici que Corinne Mancé-Caster a obtenu il y a 12 ans son habilitation de professeur des universités. Ma vocation première, ça a toujours été d'enseigner. J'aime beaucoup ces espaces où on est enfermé dans une salle et où le monde s'arrête avec des étudiants, qu'on essaie d'éveiller au savoir. Depuis septembre, la Martiniquaise occupe à l'université parisienne la chaire de linguistique hispanique. Elle supervise notamment un ambitieux projet de recherche, une traduction de la première grammaire espagnole élaborée au XVe siècle. Todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas, ¿ok? Un univers feutré où la chercheuse s'est glissée tout en douceur. C'était pour moi, dans la linguistique, et en particulier dans la linguistique médiévale, hispanique, un nom important, sans flagornerie, vraiment. Si je veux le dire simplement, la mayonnaise a vraiment bien pris. En fait, ce sont des professeurs qui nous aident à nous sentir jeunes chercheurs et qui nous donnent envie d'aller dans la recherche plus tard après. Enfin, moi qui suis, à Paris, Corinne Mancé-Caster savoure aujourd'hui ce qu'elle appelle sa retraite. Loin, très loin des tumultes rencontrés lorsqu'elle présidait l'Université des Antilles-Guyane jusqu'en août dernier.
Car en un peu moins de 4 ans, la Martiniquaise a dû gérer la scission de l'université en deux, puis le scandale du CEREGMIA, un laboratoire de recherche où se sont joués de nombreux détournements financiers. C'est vrai qu'après tant d'agitation et de tempête, on cherche à se reconstruire, à prendre de la distance, à revenir tranquillement sur tout ce qui s'est passé et à voir comment on pourra se projeter, sans amertume mais avec beaucoup d'optimisme et de sérénité. Et pour les cultiver, l'universitaire dispose d'un autre atout. Sous le pseudonyme de Mérine Seco, elle s'apprête à publier son 3e roman. Et à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, un colloque est organisé à l'Assemblée nationale avec de nombreuses associations. Cela se passe en ce moment. Et parmi ces associations, l'association Femmes au-delà des mers. Nous recevons ce soir sa présidente Gisèle Bourquin. Bonsoir. Alors, vous avez débattu autour d'une question. Qui sont les nouvelles féministes? Par le biais de votre association qui existe depuis 10 ans, avez-vous constaté une évolution des femmes engagées pour la défense de leurs droits? Ah oui, en fait, les femmes s'engagent, les femmes et les hommes, je dois dire, s'engagent de plus en plus pour la défense de leurs droits, mais plus le combat avance, plus de nouvelles choses émergent, et c'est un combat qu'on devra gagner tous et toutes ensemble, parce que il y a une prise de conscience, et il y a des endroits où on ne voyait pas de sexisme, et maintenant on le retrouve. Il émerge des choses qui étaient apparemment naturelles parce que nous-mêmes nous avions été mal éduqués. Eh bien, on se rend compte que c'est du sexisme et il faut absolument le combattre de façon efficace, pas forcément agressive, mais efficace, pour que justement nous soyons dans une société où cette moitié de l'humanité qui fait marcher le monde soit bien prise en compte. Gisèle Bourquin, vous avez parlé à l'instant de prise de conscience. Vous avez dit il y a une prise de conscience. Tout de même, la campagne présidentielle bat déjà son plein. Est-ce que les programmes des candidats donnent suffisamment de place au combat des femmes? Là, c'est une difficile question parce que vous me demandez si, entre les choses écrites et ce qui va se faire, il y a un monde. Et de toute façon, nous n'avons pas trouvé que cette place des femmes était suffisamment prise en compte et que on mettait dans les programmes des choses spécifiques aux femmes. Mais en plus, j'allais dire, attendons et surtout essayons de faire que vraiment de la parole, il passe aux actes. Parce que... Madame Bourquin, y a-t-il des problématiques spécifiques outre-mer pour les femmes? Ah ben oui, il y a non seulement, disons que toutes les difficultés qu'ont les femmes en général, en métropole et en Europe, se retrouvent en Outre-mer, mais en plus, en Outre-mer, nous avons ce problème de développement qui est inégal selon les collectivités, mais qui rend les choses encore plus difficiles, parce que quand on parle d'inégalité dans les salaires, d'inégalité au travail et tout, encore faut-il qu'il y ait du travail. Donc c'est vrai. Merci à vous, Gisèle Bourquin. Merci. On a bien compris quelles étaient ce soir les problématiques des femmes ultramarines. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec vous. Et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Au-delà des mers et que vous étiez en duplex de l'Assemblée nationale. Merci, Madame Bourquin. Merci à vous. Édouard Montout, ce n'est pas que Cut et ses intrigues familiales à La Réunion depuis le 5 février dernier. Tous les soirs à Paris, au théâtre du Petit Gymnase, le comédien joue le rôle d'un jardinier d'un stade dans une pièce intitulée « Il était une fois les Bleus ». Et d'ailleurs, il nous conte une vision toute subjective et particulière de leur épopée de 98 à 2006. Il a d'ailleurs une explication toute personnelle et surréaliste du coup de tête de Zinedine Zidane en finale du Mondial 2006. Ismaël Mohamed Ali, Emmanuel Morel et Bernard Blondel. Une plongée dans les temps glorieux et tragiques de l'histoire de l'équipe de France de football. Seul sur la scène, Édouard Montout campe en toute sincérité le rôle d'un fou amoureux des Bleus hanté par la finale entre la France et l'Italie au Mondial 2006. Suggéra en retour Materazzi. Alerté par le ton, l'arbitre se tourna vers eux. Claude Makelele s'inquiéta, ça va? Impec, fils d'homme. Makelele fixa Materazzi avec toujours le même sourire énigmatique. Quand Thuram, arrivant en trombe, se jeta sur Zidane pour la traditionnelle accolade. Oh Zizou, un match, plus qu'un.
Plus que ce match! C'est une explication du coup de boule un peu fantaisiste. C'est une façon un petit peu d'évoquer un petit peu des choses qui se sont passées, souvent dans les bus par exemple, des choses qui se sont passées dans les stades, dans les tribunes des stades. On est un peu dans la tête des joueurs, mais c'est une identification particulière et subjective en fait. Ce coup d'envoi, allez! Il était une fois les Bleus est une sorte de conte, un retour à l'enfance. Un bonbon aigre-doux pour le plus grand plaisir du comédien guyanais qui interprète ici l'un de ses vrais premiers seuls en scène au théâtre. De toute façon, c'était simple. Il leur rentrerait dans l'art avec ou sans ballon. Hein? J'ai eu la chance de faire ce que j'ai fait sans être trop drôle, trop moche, trop noir. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Voilà, faut pas être trop, parce qu'en France, ou t'es drôle, ou t'es beau, ou t'es blanc, ou t'es grand, ou tu plais aux filles. Moi, sans être trop tout ça, je me démerde pas trop mal. Oh non de Dieu! Voilà. Le rouge venait d'apparaître au bout du bras tendu de l'arbitre. On peut le croire, ça! On peut le croire! Il vient d'expulser Zidane! On sort du football pour aller vers la philosophie, la Grèce antique, c'est intéressant. Je trouve que c'est un super comédien. Zidane nous a embrassés! Zidane nous a embrassés! Édouard Montout continue de se produire sur la scène parisienne du Petit Gymnase jusqu'au 15 avril. Direction maintenant la Nouvelle-Calédonie et l'immense domaine maritime de la province sud. Plus de 2 millions d'hectares, dont 1 million en aire marine protégée, avec ses célèbres mammifères. C'est notre escapade du jour. 15 gardes nature seulement surveillent cette zone maritime et parmi leurs missions sensibles figure la surveillance du whale watching ou ce qu'on appelle plus communément les sorties baleines. Des activités écotouristiques de moins en moins confidentielles. Embarquement immédiat pour la baie de Prony avec Caroline Antique-Martin et Gaëlle Detcheverry. À la saison des baleines, les gardes nature de la Brigade Sud ne chôment pas. Plusieurs fois par semaine, ils vont au large de Prony pour surveiller les whale watchers. La surveillance se fait sur l'eau, mais aussi depuis le cap Ndua avec les habitants de Goro. Du phare, on a une vision globale de tout le plan d'eau, parce que ne peut pas faire le bateau en bas. Donc nous, en fait, on pilote un peu le bateau d'ici. On lui indique où se trouvent les groupes de baleines, les observations en cours. S'il y a des comportements inadaptés, on le dirige à droite ou à gauche. On n'est pas là tout le temps. Par contre, José et Natacha, eux, ils font tous les week-ends et tous les mercredis pendant la saison des baleines. Et maintenant, ils sont bien habitués à trouver les baleines et ils travaillent en fait pour nous, en partenariat avec nous. Aujourd'hui, une quinzaine d'équipages professionnels sillonnent le lagon dans l'espoir de rencontrer des cétacés. Bingo, un groupe de baleines se dirige droit sur eux. Alors il y a 3 baleines effectivement devant nous, donc là les bateaux de whale watching se rapprochent et lorsqu'ils seront dans la zone d'observation, c'est-à-dire 300 mètres, ils vont s'annoncer au phare qui va noter le début de leur temps d'observation. Sachant que si c'est des adultes, donc ils ont le droit de rester 1 heure sur le site. Depuis 2008, une charte de bonne conduite encadre l'activité whale watching. En cas d'infraction, les gardes nature peuvent dresser un PV. C'est rare et désagréable, mais ça fait partie du métier. Les bons côtés de ce métier, c'est sensibiliser les gens pour protéger un peu. Et puis les mauvais, c'est quand on met les PV, surtout quand c'est les gens de chez nous, quoi. Et la famille. C'est les grands espaces, c'est la nature, le contact avec les animaux, les usagers. Et puis faire partager notre environnement fragile et faire comprendre aux gens qui ne sera peut-être pas là éternellement, qu'il faut en prendre soin, quoi. La plupart des gens sont contents de nous voir sur l'eau. Il y en a, je sais que ça dérange un peu. Mais en fait, il faut respecter un peu le code de l'environnement. Un code de l'environnement appelé à évoluer très prochainement, notamment pour le whale watching, activité très chronophage pour les gardes nature. Voilà, fin d'Infosoir. L'actualité se poursuit sur lepremière.fr et franceau.fr. Et ce soir à 21h, ne manquez pas la première de Ce n'est pas le bout du monde, le nouveau divertissement culturel de Sébastien Follin. Que nous avons reçu d'ailleurs hier dans ce journal. Très bonne soirée, à demain. À demain, bonne soirée.